13 février 1963, 02, 17 du matin, quartier de Prenzlauer Berg, Berlin-Est. La neige sale s'accroche aux semelles craquelées des bottes en cuir usé, un froid mordant qui remonte le long des mollets comme des aiguilles rouillées, tandis que le vent siffle entre les immeubles bombardés encore debout, vestiges de la guerre fantôme qui refuse de mourir. Le major Anatoly Vassilievitch Kuznetsov, officier du KGB infiltré sous la couverture d'un fonctionnaire du parti, avance courbé dans l'ombre d'une ruelle étroite, son appareil photo Zénith S pendu à son cou par une lanière effilochée, alourdi par le poids invisible de l'histoire qu'il est sur le point de figer sans le savoir. Son souffle forme des nuages blancs qui se dissolvent dans l'air glacé imprégné d'odeurs de charbon brûlé et de choux aigres montant des soupentes voisines, où les familles entassées toussent dans leur sommeil hanté par la stasie. Chaque pas craque sur le verglas. Un son trop fort, trop irréversible, comme si la ville elle-même conspirait à le dénoncer. Et il sent son cœur marteler sa poitrine, un tambour de guerre étouffé sous le manteau de laine kaki trop grand, emprunté à un contact liquidé la semaine précédente. Tu sens le métal froid de l'objectif contre ta paume engourdie, tes doigts raidis par le gel refusant d'obéir pleinement, tandis que tu ajustes la mise au point dans l'obscurité quasi absolue, éclairée seulement par le halo jaunâtre d'un réverbère distant filtrant à travers la brume. Kuznetsov s'arrête net devant la porte cochère du numéro 47, rue Kollwitz, le lieu de rendez-vous pour l'opération Ombre Rouge, une couverture méticuleusement tissée sur des mois. Un échange de microfilms codés avec un agent double de la CIA soupçonné de basculer. Un homme dont le silence pourrait désintégrer le réseau d'espions soviétiques enfoui dans les entrailles de Berlin divisé. L'air est lourd de l'odeur âcre de la peur, la sienne propre, suintant sous ses aisselles malgré le froid polaire, mélange de sueur rance et de tabac bon marché mâché toute la nuit pour tromper la faim qui lui tord les boyaux. Il sort de sa poche intérieure le feuillet d'instructions griffonnés à la main par le colonel Grigori en personne, à Moscou. Documenter visuellement chaque phase. Pas d'erreur. La photo prouvera la loyauté. Ses lèvres gercées murmurent une prière païenne à Saint Vladimir, protecteur des traîtres repentis, avant de lever l'appareil. Le déclic du zénith résonne comme un coup de feu dans le silence oppressant, amplifié par les murs humides suintants d'infiltration glacée, et Kuznetsov retient son souffle, les poumons brûlants, attendant que le monde entier ne s'embrase en représailles. La première photo capture l'agent double, silhouette voûtée sous un chapeau mou, tendant un paquet enveloppé de papier journal jauni. Mais dans sa hâte, ses mains tremblantes mal cadrent le sujet, laissant déborder l'arrière-plan. Là, sur le mur écaillé derrière l'homme, accroché négligemment près d'une ampoule nue, un calendrier soviétique de 1962, arborant non pas les armoiries estalaises anodines, mais un discret emblème du KGB, un éculé rouge avec faux et marteau stylisé, vestige d'un bureau clandestin mal dissimulé lors du déménagement précipité après l'incident de Checkpoint Charlie en octobre dernier. Il ne le voit pas encore, ce détail fatal, trop occupé à reculer d'un pas maladroit, sa botte glissant sur une plaque de verglas, le projetant contre la porte qui grince comme un cri d'agonie. L'agent double sursaute, ses yeux fous balayant la ruelle, et murmure d'une voix rauque, éraillée par la vodka et la paranoïa. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit, Tovaritch ?» La Stasi rôde partout depuis la nuit dernière. Kuznetsov force un sourire carnassier, ses dents claquant dans le froid, et répond en allemand approximatif, appris dans les geôles de la Loubianka. « Rien, camarade. Un chat errant. Continuons. » Mais intérieurement, l'adrénaline fuse comme une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale, faisant vibrer chaque nerf, tandis qu'il recharge la pellicule d'un geste fébrile, les ongles noirs de crasse raclant le boîtier métallique. L'échange s'opère dans une tension palpable.
Le paquet passait de main en main, lourd de promesses de trahison, des plans de missiles Pershing déployés en RFA, des noms de taupes dans le Bundestag. Et Kuznetsov sent le papier craquer sous ses doigts moites, imprégné d'une odeur chimique de révélateur secret qui lui pique les narines. De nouveau, il lève l'appareil pour la photo de confirmation, le viseur collé à son œil droit injecté de sang, et appuie, encore une fois, le cadre déborde, capturant non seulement les deux silhouettes conspiratrices, mais ce maudit calendrier en arrière-plan, son détail trahissant comme une balafre ouverte sur la couverture parfaite. Un fil tendu prêt à rompre toute l'opération Ombre rouge qui s'étend de Berlin à Varsovie, impliquant 20 agents dormants et des millions de marques en pots de vin. Le vent se lève soudain, un hurlement spectral charriant des flocons qui s'infiltrent sous le col relevé, collant à la nuque en perles froides qui glissent comme des larmes gelées, et Kuznetsov perçoit un bruit lointain, des pneus crissant sur le bitume mouillé, peut-être une patrouille Volkspolizei, ou pire, les limiers de la CIA alertés par un mouchard anonyme. L'agent double s'évanouit dans l'ombre d'un Porsche opposé, ses pas s'éloignant en échos irréguliers, et Kuznetsov reste seul, le cœur cognant comme un marteau-piqueur contre ses côtes endolories par des nuits sans sommeil, le poids de la pellicule dans sa poche intérieure, brûlant comme un fer rouge contre sa peau. Il rebrousse chemin à travers la ruelle, chaque foulée un effort titanesque, les muscles des cuisses brûlant d'acide lactique accumulé depuis l'aube, évitant les flaques d'eau noire où flottent des mégots et des feuilles mortes figées. L'odeur de son propre corps lui monte au nez, sueur aigre, tabac froid, peur primitive, et il imagine déjà le développement de la pellicule dans le labo clandestin sous la S-Bahn, ignorant que ce cadrage fautif signera l'arrêt de mort de toute une chaîne de commandement. À 03:45, de retour dans son 2 pièces sordide au 3e étage d'un immeuble fissuré par les obus de 1945, Kuznetsov allume une lampe à huile crachotante, sa flamme dansant follement sur les murs tapissés de papier peint pelant, libérant une bouffarde de kérosène qui se mêle à l'humidité moite de la cave où il descendra bientôt pour le labo improvisé. Ses doigts, toujours engourdis, déchargent la pellicule avec une délicatesse maladroite, le plastique noir luisant sous la lumière faible comme une veine arrachée. Il sent la fatigue l'envahir, un poids écrasant sur les épaules, les paupières lourdes de plomb, mais la discipline du KGB, forgée dans les camps de Kolyma où son père a péri, le propulse en avant. Descendant l'escalier branlant, évitant les marches pourries qui gémissent sous son poids de 90 kilos alourdi par l'uniforme civil froissé, il atteint la cave humide où l'air stagne, chargé d'une puanteur de moisie, de produits chimiques renversés et de rats crevés dans les coins obscurs. Le révélateur bout dans une bassine ébréchée chauffée au gaz butane, vapeurs âcres irritant les muqueuses, faisant tousser Kuznetsov jusqu'aux larmes, ses poumons rétrécis par des années de tabac bélomorcanal. Le processus s'étire en éternité, chaque seconde une bataille contre l'impatience qui lui ronge les nerfs comme de l'acide. Il plonge la pellicule dans le bain, observant les images émerger goutte à goutte, fantômes noirs et blancs surgissant du néant liquide. La première photo, nette, professionnelle, l'agent double vu de face, regard fuyant. La seconde, floue sur les bords, mais là, en arrière-plan, le calendrier trahit sa présence, ses chiffres cyrilliques et l'écu KGB minuscule mais indéniable pour tout œil averti. Kuznetsov fronce les sourcils, son estomac se nouant en un nœud gordien, une sueur froide perlant sur son front malgré le froid ambiant qui mord ses oreilles nues. « Blayat !» murmure-t-il, la voix éraillée, réalisant trop tard que ce détail, un calendrier expédié directement de la Loubianka pour les officiers de haut rang, introuvable en RDA, expose non seulement le safe house du 47 rue Kollwitz, mais l'ensemble du réseau, les planques à Pankow, les contacts à la radio clandestine de Treptow.
les fonds détournés des arsenaux de l'armée rouge. Ses mains tremblent en fixant l'image sur un fil à linge tendu entre deux tuyaux rouillés, gouttes d'eau distillées tombant comme des larmes sur le sol de terre battue. Dehors, l'aube grise suinte à travers les soupentes grillagées, un coq égaré chantant misérablement au loin, et Kuznetsov remonte, le cliché maudit plié dans sa poche, le papier craquant contre sa cuisse à chaque mouvement. Il sait qu'il doit alerter Moscou immédiatement, mais la peur l'étrangle. Une garrotte invisible. Rapporter l'erreur signifie la Loubianka, les interrogatoires sous iode et néon, les ongles arrachés un à un. Il s'effondre sur son lit défait, matelas affaissé puant la pisse de cafard, et allume une cigarette. La flamme du briquet Zippo volé à un GI en 45, illuminant son visage creusé, barbu de 3 jours, yeux hagards reflétant le désespoir. Tu sens le tabac âcre remplir tes poumons, un réconfort illusoire contre le raz-de-marée imminent, tandis que des sirènes hurlent au loin. Peut-être une fausse alerte, peut-être déjà la traque lancée par un agent de la CIA qui a vu circuler une copie volée. Le major ferme les yeux, mais le sommeil refuse de venir, remplacé par des visions de ses camarades pendus au crochet de boucher, leur corps se balançant comme des jambons dans les caves de la Stasi. À 07, 22, un coup sec à la porte, le tir de sa torpeur, le cœur bondissant dans sa gorge comme un lapin piégé, et il attrape son Makarov PM glissé sous l'oreiller, le canon froid contre sa paume moite, poids rassurant de 730 grammes, chargé de 8 cartouches 9 mm, qui pourraient signer son salut ou sa damnation. « Ouvrir ! Contrôle ! SUD !» aboie une voix gutturale depuis le palier, et Kuznetsov sent l'adrénaline ressurgir, un feu liquide dans ses veines, dilatant ses pupilles en puite noire. Il range l'arme dans son holster dissimulé sous la chemise froissée, lisse ses cheveux en désordre d'une main fébrile, et ouvre la porte sur 2 agents de la Stasi en imperméable gris, visages taillés à la serpe, yeux froids comme le spray gelé. « Papier !» grogne le plus petit, un sergent-chef nommé Muller d'après son badge, odeur de schnapps bon marché flottant autour de lui comme un halo vicié. Kuznetsov tend son Ausweis falsifié, fabriqué dans les ateliers secrets de la rue Gorky à Moscou, et pris intérieurement, tandis que les hommes fouillent l'appartement, renversant tiroirs et matelas dans un vacarme de verre brisé et de meubles fracassés. Le sergent Muller s'arrête net devant le calendrier sur le mur de la cuisine exiguë, ses doigts gantés de cuir noir effleurant l'écu KGB, et un sourire carnassier étire ses lèvres minces. Intéressant, air fonctionnaire. D'où vient ceci? Pas distribué en RDA. Kuznetsov sent le monde basculer, le sol se dérobant sous ses pieds cloués au plancher, sueur ruisselant le long de son dos en rigole brûlante. Un cadeau d'un cousin à Leningrad, balbutie-t-il, voix blanche, mais les agents échangent un regard de loup et le plus grand dégaine son Walter P38 avec un cliquetis métallique qui résonne comme un glas. Il le plaque au mur, menotte mordant ses poignets, le métal glacé entaillant la peau jusqu'au sang, et l'entraîne dans l'escalier sous les regards terrifiés des voisins épillant par les serrures. Dehors, la neige tombe plus drue, flocons collant à ses cils, et il aperçoit au loin une Trabant noire aux vitres teintées. Les hommes de Grigori? Ou la CIA venue cueillir le fruit pourri? Le trajet vers le siège de la Stasi sur la Rüschestrasse est un calvaire de secousses sur les pavés verglacés. La Lada bleue, brinque-ballant comme un cercueil sur roue, l'odeur de caoutchouc brûlé et de vomi frais emplissant l'habitacle confiné. Kuznetsov est jeté sur la banquette arrière, visage écrasé contre le cuir craquelé, imprégné de sueur d'innombrables suspects. Ses poignets ligotés saignant abondamment maintenant, chaque nid de poule envoyant des ondes de douleur lancinantes jusqu'à ses épaules démises. Les agents commentent à voix basse en saxon rocailleux
le calendrier et cette pellicule qu'on a trouvée dans la cave. Moscou va adorer. La pellicule. Kuznetsov ferme les yeux, revoyant le détail fatal en boucle mentale, ce cadrage maladroit né de sa fatigue, de ses doigts gelés, d'une seconde d'inattention qui défait des mois de mensonges patientement ourdis. Tu sens le désespoir t'envahir, un poids abyssal pressant ta poitrine, rendant chaque respiration un effort herculéen, tandis que les phares balaient la neige tourbillonnante, illuminant sporadiquement des affiches délavées, proclamant « Avec l'Union soviétique jusqu'à la victoire finale ». À la prison de la Stasi, 08, 50, on le traîne dans une cellule aux murs suintant d'humidité verdâtre, sol jonché de paille, souillé d'urine et de sang séché, odeur suffocante de désespoir concentré qui te prend à la gorge comme une main de fer. Les gardes le déshabillent, sans ménagement, leurs bottes claquant sur le béton froid, et il grelotte nu sous l'ampoule nue qui grésille au plafond. Chair de poule hérissant sa peau blême couturée de cicatrices de la Grande Guerre patriotique. Fouille corporelle brutale, doigts gantés fouillant orifice, humiliation viscérale qui lui arrache des hauts le cœur, bile acide remontant dans sa gorge. Puis, l'interrogatoire commence dans une salle adjacente, chaise de bois bancale fixée au sol, projecteur braqué sur son visage, lumière aveuglante faisant pleurer ses yeux, tandis que le major Erich Mielke, en personne, ou son double, ombre menaçante en uniforme impeccable, entre, relents de cigares cubains et de pouvoir absolu flottant autour de lui. La photo? Kuznetsov. Le calendrier. Qui est votre officier traitant? Gronde-t-il, voix de baryton roulant comme un tank T-54 sur la piste de Tempelhof. Les heures s'étirent en supplice. Coups de poing dans les côtes craquant comme des branches sèches. Goût de sang cuivré emplissant la bouche. Cône de lumière rétrécissant le monde à un tunnel de douleur où chaque question est un coup de fouet. Kuznetsov endure, dents serrées sur un moignon de vérité, sentant ses ongles se briser un à un sous la pince, agonie lancinante irradiant jusqu'aux épaules, sueur et sang dégoulinant en flaques poisseuses sous la chaise. Tu sens ton esprit se fracturer, souvenir d'enfance à Stalingrad se mêlant au flash du cliché maudit, se détaille en arrière-plan comme un fantôme ricanant. À 14 heures, ils apportent les agrandissements. La photo projetée sur un écran craquelé, l'écu KGB grossi au microscope, trahissant non seulement le safe house, mais reliant à une série d'opérations. L'assassinat raté de Rouge en 61, les fuites à la Raillasse. La couverture s'effrite, agent arrêté à la chaîne, Piotr à la gare de Friedrichstrasse, Elena dans son salon de thé à Mitte, chacun craquant sous la torture, noms tombant comme des dominos. La nuit tombe, silence pesant après les cris étouffés des cellules voisines, et Kuznetsov est jeté dans un cachot d'isolement. Ténèbres absolues où le froid s'insinue jusqu'à la moelle, corps secoué de frissons incontrôlables, dents claquant en rythme funèbre. Il pense à sa femme restée à Moscou, aux enfants qui grandiront sans lui, au major Grigori qui le reniera pour sauver sa peau. Le détail, ce maudit détail, hante ses rêves fiévreux, un calendrier banal devenu épée de Damoclès. Dehors, Berlin gronde sourdement, murs invisibles du mur vibrant sous les projecteurs, sentinelles arpentant avec leur PPSH 41 hérité de la guerre. Tu sens le poids de l'histoire t'écraser. Chaque respiration un rappel que la survie est un mensonge fragile, brisé par une photo mal cadrée. Au lever du jour suivant, 14 février, 06 000, des bruits de bottes lourdes dans le couloir. Pas de la CIA? Non, des hommes de Moscou, parachutés par avion spécial depuis Tempelhof. Le colonel Grigori en tête, visage de pierre taillé dans le granit de l'Oural, entreflanqué de 2 gorilles en trench-coat, odeur de vodka matinale et de revolver huilé. Tu as foiré, Anatoly Vassilievitch, siffle-t-il.
voix basse, venimeuse, tandis qu'on le hisse sur ses pieds engourdis, chevilles enflées comme des boudins. Exfiltration fulgurante. Injection de sédatifs brûlant dans la veine, monde qui vire au noir tourbillonnant, puis réveil dans un hélicoptère Mi-4 rugissant au-dessus du mur, rotor battant l'air comme un cœur affolé, vent s'engouffrant par la porte ouverte fouettant son visage tuméfié. Destination: base aérienne de Wunsdorf, quartier général du groupe des forces du pacte, où l'opération est déjà purgée. 18 exécutions sommaires, corps dissous dans l'acide à l'usine chimique de Bitterfeld. De retour à la Loubianka, 3 jours plus tard, le silence après la tempête est plus terrifiant encore. Couloir interminable aux néons bourdonnants, écho de pas solitaires sur le marbre froid, odeur de désinfectant masquant celle de la mort récente. Kuznetsov est interrogé une dernière fois, nu sous les spots, corps zébré de bleu violacé, racontant l'histoire du cadrage raté 1000 fois, voix brisée, fil de fer barbelé. Grigori écoute, impassible, puis ordonne « Tu vivras » pour témoigner. Mais le major sait que c'est un sursis, réaffecté aux archives, ombre fantôme cataloguant ses propres erreurs. Les nuits suivantes, il revit la ruelle, le déclic fatal, le froid éternel, fatigue morale plus lourde que les chaînes, morale en lambeaux, question lancinante, une seconde d'hésitation, et le monde entier aurait basculé autrement. Des mois passent, en lente agonie, routine de veilleurs de nuit dans les sous-sols humides, poussière de dossiers jaunis collant aux doigts calleux, relisant les rapports sur ombre rouge expurgés de son nom. La photo, agrandie et disséquée, circule dans les cercles du Politburo comme une leçon. Le diable est dans les détails. Kuznetsov vieillit prématurément, cheveux blanchis comme neige de Berlin, yeux creux hantés par les fantômes des perdus. Tu sens encore le gel sur ta peau, le poids de l'appareil, l'irréversibilité du geste, survie comme une plaie ouverte, suintant regret et silence. L'histoire avance, indifférente, mais ce détail en arrière-plan reste gravé, balafre éternel sur la couverture du KGB. Varus, acte 2. Les fissures hiver 1989. Le mur, ce géant de béton bardé de barbelés, agonise sous les pioches enragées. Lambeaux de plâtre gris volant comme confetti macabre dans la nuit est-allemande. Berlin respire enfin, air vicié de liberté et de trahison mêlée. Chute de neige acide fondant sur les épaules des fêtards de l'Ouest, champagne bon marché coulant à flot tandis que les Vopos, figés comme statues brisées, regardent l'histoire les piétiner. À Wunsdorf, les blindés T-72 rouillent sous leurs bâches. Moteur froid depuis des lunes. Le pacte de Varsovie n'est plus qu'un fantôme aux ordres fanés. Politburo en déliquescence. Gorbatchev babillant de glasnost comme un prêtre repentant. Dans les entrailles de la Loubianka, inchangé, même néon clignotant, même puanteur de papier moisi et de sueur rance, Kuznetsov, spectre aux tempes argentées, trie encore les reliques d'un empire moribund. Doigts noueux sur les chemises cartonnées, étiquetées « Top secret, détruire ». Il exhume par hasard le dossier « Ombre rouge », jauni mais intact, son nom raturé d'un trait rageur. La photo est là, cette malédiction. Agrandissement granuleux où, dans l'ombre de la ruelle enneigée de 63, un silhouette floue se profile, pas la cible principale. Non, mais l'homme en arrière-plan, feutre rabattu, col de par-dessus relevé, regard perçant tourné vers l'objectif comme s'il savait. Ce détail, jadis le diable, révèle aujourd'hui un nom. Victor Stahl, agent double recyclé par la Stasi, puis par la CIA. Artisan invisible des fuites qui minent le bloc soviétique depuis un quart de siècle. Cœur cognant comme un marteau-pilon, Kuznetsov cache le dossier sous sa vareuse élimée. La nuit venue, dans son 2 pièces de la nouvelle Arbat, papier peint cloqué,
télé en noir et blanc crachotant les images du mur qui tombe, il passe les feuillets à la lueur d'une lampe à huile. Stahl vit encore, murmure un rapport récent intercepté. Planqué à Pankow, sous protection ouest-allemande naissante, négociant ses archives contre l'asile doré. Le major, colonel honoraire depuis l'oubli, sent le gel de Berlin remonter en lui, l'âme glacée dans les tripes. Une seconde chance? Non. Une vengeance. L'histoire bascule à nouveau. Et cette fois, pas d'hélico pour le sauver du gouffre. Aube grise sur Moscou, Kuznetsov vole un Makarov usé dans l'armurerie des archives, graisse froide collant à la peau. Train de nuit pour Berlin, compartiment brinque-ballant rempli de dissidents en herbe et de contrebandiers, sifflement du vent étalement infiltrant les joints. À Friedrichstrasse, la gare fantôme, il glisse dans la foule des passeurs, faux papier froissé en poche. Igor Petrov, journaliste, tasse. Pankow, quartier bourgeois aux villas cernées de miradors effondrés, Stahl trône dans un grenier reconverti, whisky américain apporté, dossiers empilés comme butin de guerre. Tu le traques, ombre parmi les ombres, ruelles familières, odeur de colle et de saucisses rances, flocons dansant comme spectres du passé. Le clic du déclic, cette fois sans appareil, juste le chien relevé du Makarov, canon braqué sur la nuque chauve de Stahl penché sur sa machine à écrire. « Pour les 18 » murmures-tu, voix rauque écorchée par les ans. Il se retourne, lent, sourire carnassier. « Kuznetsov, le fantôme du cadre raté. Tu sais, ce détail t'a sauvé la vie et condamné l'Empire. » Fusillade étouffée par les coussins, corps s'affaissant en silence, sang goûtant sur les pages des secrets. Nom de taupes au Kremlin, plan de défection, la clé du chaos à venir. Fuite dans la nuit berlinoise en liesse, sirènes hurlantes au loin, murs pulvérisés comme un mensonge trop lourd. De retour à la Loubianka, pas de spot ni de chaîne, archives en feu, purges inversées, camarades d'hier pendus au lustre du pouvoir. Tu brûles le dossier, cendre dans le vent sibérien, mais le poids reste irréversible, éternel. L'histoire rit, indifférente, mais cette balafre, toi seul la portes encore, cicatrice vive sur l'âme du survivant. Acto 3. Moscou, 1992. La perestroïka saigne ses dernières gouttes d'illusion, statue de Lénine fondant aux pieds des oligarques en survêt. Kuznetsov, colonel, rayé des tablettes, ombre administrative, arpente les couloirs vides de la Loubianka, où les dossiers jaunis murmurent encore des fantômes. Le Makarov, fondu dans une forge clandestine de la Neva, n'est plus qu'un souvenir de plomb. Mais Stahl. Stahl hante les ondes. Fuite dans la Pravda recyclée. Taupe démasquée par un tueur anonyme qui pue le KGB d'antan. Tu sens le piège se refermer, lent comme un étau de la Stasi. Appel anonyme sur un téléphone public crachotant. Voix synthétique. Les 18 n'étaient que le début, Major. Viens à Grozny. La vraie liste attend. Tchétchénie en feu, Grozny pilonné par les tanks de l'oncle, mais au cœur des ruines, un bunker intact, vestige ottoman. Là, pas Stahl, un spectre pire. Elena, ta taupe des années 80, yeux verts comme la Baltique gelée, dossier en main. Tu as tué mon amant pour des ombres, Igor. Les 18? Mes 18 contacts. L'Empire s'est écroulé par ma main, pas la sienne. Détonation dans l'air vicié de poudre et de regrets. Elle rit, gorge tranchée par l'éclat de grenade qu'elle-même a tendu. Suicide en miroir. Pages arrachées. Nom de Clinton, de Kohl, de ta propre hiérarchie vendue au sceau. La vengeance boucle sa boucle, mais le gel de Berlin n'a pas fondu. Il irradie, cancer dans les os. Fuite vers l'Est, transsibérien brinque-ballant vers Vladivostok, océan Pacifique,
comme horizon mensonger. L'histoire ricane toujours, putain cosmique aux lèvres de feu. Toi, survivante écorchée, porte la cicatrice finale, non plus sur l'âme, mais gravée dans le monde. 18 balafres, et le chaos danse sur tes cendres. Fin du game, Major. Rideau noir sur l'échiquier brisé.